Comment se différencier sur le marché des montres? Comment assurer la pérennité et la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement? Et comment contribuer à la sauvegarde des espèces en voie de disparition? C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview avec Aymeric Mott de Time Spirit. Pourquoi avoir mis ce bois sur cette montre? Alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour expliquer le pourquoi de cette montre. Il existe sur la place publique des centaines de marques de montres automatiques suisses, dont certaines sont très connues. J'ai pas besoin de citer de nom. Donc quand on veut se lancer dans l'horlogerie, eh bien, faut trouver une différenciation. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, donc ce qui est le cas quand on démarre une entreprise, on peut pas développer un mécanisme, inventer des nouvelles fonctions mécaniques. Donc moi j'ai choisi de me différencier par le design, et notamment par le travail du verre et l'incrustation de différents matériaux dans le verre. Quand j'ai commencé à travailler sur cette montre avec un designer, on avait l'intention d'incruster de la pierre semi-précieuse, type lapis lazuli ou aigue marine. Et puis j'ai rencontré une personne de Asia Plantation Capital qui m'a raconté l'histoire d'un bois tout à fait particulier. Alors ce bois, cet arbre, c'est l'Aquilaria, qui pousse en Asie du Sud-Est, donc dans un climat chaud et humide. Et c'est une espèce très particulière qui malheureusement était en voie de disparition parce que cet arbre produit une résine qu'on appelle le bois d'agar. Donc vous avez un exemple ici qui depuis plusieurs siècles est très recherché pour des vertus médicinales, pour la peau, pour le cœur, pour les voies digestives, et puis aussi dans la parfumerie. Et malheureusement pour cet arbre, il y en a très peu qui produisent cette résine. Mais comme c'est très recherché, eh bien, tous les arbres, tous les Aquilaria étaient braconnés. Alors quand il n'y a pas de résine, l'arbre est perdu. Mais quand on peut récupérer de la résine, eh bien, on la broie, on fait de l'encens, ou on la distille et on fait de ce qu'on appelle l'huile essentielle d'oud. Et tout ça, c'est très recherché, notamment au Moyen-Orient. Et donc, quand on m'a raconté ces histoires-là, je me suis dit, eh ben, je fais certainement fausse route avec la pierre semi-précieuse, mais je vais incruster ce bois dans la montre, parce que là, j'ai toute une histoire à raconter, et je peux faire le lien avec des émotions, des certaines cultures et certaines traditions auprès de certaines populations. Alors, cette montre, quel est le groupe cible, la typologie, le portrait robot de clientèle que vous souhaitez cibler? Alors, j'ai grosso modo deux types de clientèle. J'ai d'abord celui qui ne veut pas porter la montre de tout le monde, c'est-à-dire pas les marques bien connues sur la place publique de Genève notamment, mais pas que. Donc ça, donc des gens qui osent montrer une certaine différence, qui sont attirés par la différenciation, donc qui osent montrer leur personnalité. Donc ça, c'est la première cible. Alors celle-là, elle est internationale, hein, cette cible-là, on la trouve partout. Et puis la deuxième cible, c'est ceux qui justement sont attachés à toutes les vertus médicinales, aux traditions qui sont liées à ce bois, et donc au bois d'agar et à l'huile essentielle qu'on en tire. Donc là, c'est plutôt les pays du Golfe Persique, arabo-persique, on va dire, un petit peu de l'Asie du Sud-Est et la Chine. Et quels sont les principaux défis techniques ou technologiques auxquels vous avez été confrontés pour concevoir ou pour réaliser ces montres? Alors, je vais en prendre une dans les mains pour vous expliquer. Donc, sur cette montre-là, en fait, j'associe trois typologies de matériaux différents. Donc, il y a le verre saphir, il y a le bois, le bois d'agar, et puis que pour des questions de design, j'entoure de ce que j'appelle un 8 en or. Donc, j'associe du verre, du métal et du bois. Alors partons du bois. Alors le bois, je pars de morceaux un petit peu comme ça, avec des formes tout à fait bizarres et disparates.
Je les fais couper en très très fines lamelles et poncer très méticuleusement et très doucement pour pas marquer le bois. Et après, une fois que j'ai ces lamelles, on repère les zones qui sont plus esthétiques que d'autres. Et puis on les découpe à la forme qu'il y a sur la montre, un peu une éclipse on va dire, et on les découpe au laser. Alors le processus laser était assez compliqué à mettre au point parce qu'il faut suffisamment de puissance pour couper le bois, mais pas trop de puissance pour pas le marquer. Hein, sachant que ça fait moins de 1 mm d'épaisseur et que c'est coupé, la précision de coupe est au 10e de millimètre. Voilà, donc ça c'est pour le bois. Pour ce qui est le 8 ans en or, bon, il n'y a pas, je veux dire, tous les orfèvres, tous les bijoutiers savent procéder. Et après, il y a la taille du verre. Le verre saphir, c'est le deuxième matériau le plus dur au monde, après le diamant. Alors, pour tailler le verre et pouvoir y incruster ce 8 en or et le bois, il y a 8 heures de travail au laser. Voilà, donc une fois que le verre est taillé, une fois que le 8 en or est coupé aussi dans le métal, et une fois que le bois a été taillé au laser, on les assemble, et puis on assemble le verre sur la montre. Voilà. C'est ça le défi technologique, c'est d'associer 3 matériaux, et il y en a un qui est vivant là-dedans, hein, c'est le bois. Donc il est très sensible aux variations de température et d'hygrométrie, hein, d'humidité dans l'air, et donc il faut qu'on le vieillisse un petit peu pour que, une fois qu'il est monté dans le verre, eh bien il ne bouge plus quasiment. Voilà. Et donc il a fallu choisir une colle tout à fait spéciale pour, une fois que le bois est collé, quand le bois bouge un petit peu, il ne fasse pas éclater le verre. Alors, ces matériaux que vous utilisez, comment vous assurez-vous de la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement ? Alors ça concerne essentiellement le bois, hein, cette recherche. J'étais en relation avec Asia Plantation Capital qui m'a raconté l'histoire de ce bois, qui m'a séduit avec l'histoire de ce bois. Mais j'ai cherché ailleurs s'il n'y avait pas moyen d'acheter du bois ailleurs, donc j'ai été sur les moteurs de recherche. Et en fait, on peut acheter du bois d'agar sur Internet, en général en provenance de Thaïlande, de Vietnam, de Malaisie. Mais on ne connaît pas trop sa provenance. Est-ce que ça vient d'un arbre qui a été braconné, ou est-ce que ça vient d'une plantation, on va dire, éco-responsable? Combien de temps il a vieilli? Enfin, parce que ce bois d'agar, en général, on le récolte sur un arbre qui a 7 ans. Mais s'il a été récolté avant, il n'a peut-être pas les mêmes qualités olfactives et aromatiques que peut avoir un bois dont la société qui le produit maîtrise complètement la chaîne, hein, depuis la plantation de la graine jusqu'à la coupe. Donc je vous dis, il faut 7 ans. Donc moi j'ai choisi une entreprise qui maîtrise toute la chaîne, depuis la graine jusqu'à la coupe de l'arbre et la distillation de l'huile d'oud. Et pourquoi avoir justement choisi de pérenniser cette chaîne d'approvisionnement de cette façon? Alors il y a 2 raisons. D'abord c'est un choix personnel, éthique. Je trouve que c'est plus raisonnable et raisonné de faire appel à une société qui travaille qui a une vraie responsabilité sociétale, hein, et donc dont le processus même est approuvé et reconnu par la CITES, donc qui est l'organisme international de protection des espèces animales et végétales en voie d'extinction. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je pense que les clients, les consommateurs aujourd'hui sont de plus en plus sensibles à l'intelligence de la source d'approvisionnement des matériaux et des produits qu'ils achètent. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir l'ensemble de la chaîne, de la plantation jusqu'au produit fini. Je vous remercie aussi. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver très prochainement pour une prochaine interview en partenariat avec Doucascopy TV.